Et voici dans ce dernier chapitre de Deng Axi, où nous regardions toutes les évolutions récentes, un chapitre d'actualité sur la fin de la global finance. Donc c'est arrivé en petite pluie depuis le début 2021 et maintenant ça arrive en orage depuis le début juillet. Regardons ce qui se passe. Donc, The Economist titre le 14 août China attacks on the techs. Donc, c'est non seulement les BATX, toute cette économie du digital, qui représente 4 trillions de dollars de capitalisation, mais c'est surtout 73 techs qui font plus de 10 milliards chacune de chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas que le BATX. Donc, je vous rappelle qu'il y a 160 unicornes en Chine. Et donc, l'idée, c'est de ramener tout ça au berceau, au pied, à la botte du Parti communiste chinois. Et on va essayer de comprendre pourquoi et siffler un peu de facto la fin de la global finance et cette ambiguïté qu'il y avait avec le capitalisme chinois. Et donc, à la bourse de New York, une déconvenue très forte. Donc on voit l'index des boîtes tech chinoises qui, depuis le début 2021, depuis que Biden est arrivé et finalement n'a pas réfléchi la politique de Trump, eh bien on voit que la capitalisation de toutes ces tech chinoises a baissé de 30%. Alors, les attaques sont surtout au niveau de l'antitrust. Donc là, vous avez un schéma entre Tencent, Alibaba, Ant, qui est lui-même une filiale de Tencent, toutes ces sociétés qu'il contrôle et qui sont elles-mêmes des monstres comme Meitu, Pinduoduo, Didi, pour citer les plus gros, donc qui eux-mêmes sont cotés en restant filiales de ces grands groupes. Et donc des attaques antitrust, ma foi, tout à fait justifiées parce qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles, notamment sur les grandes plateformes comme Alibaba, qui interdisait à ceux qui vendaient sur leur plateforme d'aller vendre sur la plateforme concurrente. Et ça, donc, c'est des pratiques tout à fait anticoncurrentielles qui pénalisent le consommateur chinois et donc une pratique, je dirais, légitime. Alors, regardons parmi les 50 recours ce que les autorités chinoises reprochent à ces sociétés. Donc, Ant, la société financière issue de Alibaba, Jack Ma, qui avait pris son indépendance du groupe Alibaba. Jack Ma était toujours président. Et en novembre 2020, 3 jours avant l'IPO, qui devait avoir lieu à Shanghai, le gouvernement ne donne pas le feu vert, bloque cette IPO. Et quand on lit la presse occidentale spécialisée dans la finance, ils disent que finalement c'était assez justifié parce que ils avaient choisi de passer discrètement comme une fintech, alors que de facto, ils étaient une des plus grosses banques. Et en plus, Jack Ma avait quelques jours avant critiqué ouvertement toute la structure bancaire chinoise qui avait fortement déplu. Donc voilà, donc c'est le début un peu des hostilités. Didi, qui est le Uber chinois, avec plus de 400 millions d'abonnés, du jour au lendemain, s'est vu interdire de plateforme, soi-disant parce qu'il ne protégeait pas assez les données personnelles. Alors là, c'est assez étonnant parce qu'au pays de Sésame, où c'est l'État qui surveille tous les faits et gestes, aller reprocher ça, c'est assez étonnant. Tencent WeChat, Tencent, je vous rappelle, est la plus grosse plateforme de jeu, qui a aussi WeChat, et donc a été attaqué assez régulièrement depuis 2 ans sur l'addiction au jeu, maintenant sur un business model dans la musique, où même chose, il empêchait les musiciens d'aller sur d'autres plateformes, et puis sur WeChat du sexually explicit content. C'est sûr qu'avec 1,2 milliard de membres, c'est des genres de choses qui peuvent arriver. Alors, JD, Alibaba, Pinduoduo, Meten, tous accusés de pratiques anticoncurrentielles, comme on a vu. Donc, on va parler des 3 boîtes de support scolaire un peu plus tard, la slide après. Mais grosso modo, est-ce que finalement un État très fort, régalien, certes brutal ici,
est capable de faire plier les boîtes du digital? Est-ce que c'est la fameuse troisième voie que nous allons essayer, nous, en Europe et puis aux États-Unis, de faire plier? Je crois que les Américains ne vont pas faire plier leurs GAFAM parce qu'ils sont trop précieux, trop importants. En Europe, on va essayer de les faire plier, mais je ne crois pas que ça soit demain la veille qu'on va y arriver. Donc les Chinois, du jour au lendemain, leur rappellent que eux, ils sont pour défendre la collectivité et pas ces richissimes milliardaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ces trois géants du support scolaire? Donc en Chine, c'est une pratique énorme, ce qu'on appelle les cram schools, où c'est les petits cours à la maison sur des sites spécialisés qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle. Donc les usages en Chine, vous voyez, un garçon, un enfant, pendant 5 ou 6 ans de sa vie, avant de passer le Guao Kuao, qui est l'équivalent d'un baccalauréat qui va le diriger vers la bonne université ou pas, va passer 10 heures par semaine en cours particuliers ou quasi particuliers. Ça représenterait 50% du budget des ménages pour les classes moyennes, donc c'est énorme, et ça découragerait la natalité, qui, on l'a vu, est un gros problème en Chine. Alors, qui sont-elles ces trois grosses sociétés? Donc, il y a New Oriental, qui a fait moins 50% depuis ces différentes annonces, Zhuangbang, qui a 170 millions d'actifs users, et Yuanfudo, qui avait une valeur de plus de 3 milliards de dollars, quand ils avaient fait une levée de fonds il y a 1 an et demi. Donc voilà, bref, ce sont toutes des filiales de BATX, donc je suis sûr que ça a été aussi une des considérations pour les attaquer. Donc l'État chinois a dit, voilà, maintenant, ce business peut perdurer, mais il ne doit pas être for profit. Donc le profit est interdit, donc on arrête tout. Et ça, c'est vraiment la fin de la global finance, parce que ces trois leaders chinois étaient cotés à Wall Street depuis quelques mois. Et là, donc, on dit non, il n'y a plus de business model pour ces gars-là. Alors peut-être qu'en dehors de la Chine, ils trouveront un business model. Vous voyez, de façon très violente encore, une interdiction qui vient après l'IPO à New York, et donc qui est destinée à faire très mal à l'investisseur américain et à couper complètement le marché chinois, le marché du capital chinois, du marché occidental. Alors vous voyez, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le vice-premier ministre Li Yuhi, en août 2021, voilà, China is moving into a new phase of development that prioritize social fairness and national security, not the growth at all costs mentality of the past 30 years. Donc c'est clair, voilà, on tourne la page, et dans un contexte de guerre commerciale, voilà, on comprend un peu ce genre de décision brutale. Alors, ce qui est important, c'est que cette fin de la Global Tech, elle arrive quand? Elle arrive quand la Chine a bien assis finalement des territoires avec la route de la soie, c'est assurer des débouchés en Asie du Sud-Est, en Afrique, quelques petits pays périphériques d'Europe. Et il dit au G7, finalement, j'ai pas besoin de vous, de l'argent j'en ai, la technologie, merci beaucoup, vous me l'avez filé, je l'ai. Donc maintenant, plus besoin de vous. Je dois m'occuper de ma démographie qui est un gros problème. Et donc, il faut que j'arrive à encourager les classes moyennes à avoir plus d'un enfant, ce que j'ai beaucoup de mal à faire. Voilà. Et donc, je dis à mes boîtes de tech, très bien, vous nous avez bien aidés à faire de la croissance. Maintenant, on va faire de la croissance à la maison et qui va profiter au peuple, à la masse, plutôt qu'à quelques milliardaires que vous êtes. Voilà, donc c'est un nouvel équilibre chinois, donc mondial, que Xi Jinping va devoir trouver, parce que je vous rappelle, les Chinois acceptent toutes les privations en termes de liberté, pourvu qu'il y ait du développement économique et pourvu que ça continue. Et là, ça peut donner quand même un coup d'arrêt en tapant sur les doigts de la tech comme ça. À suivre.